Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres. Un autre épisode cette semaine avec Tire le Coyote, Benoît Pinette. On a brisé la magie. C'est pas son vrai nom, Tire le Coyote, mais on l'a rencontré pendant 1 heure puis on a jasé de plein d'affaires. Salut Pierre-Marc, salut Benoît. Salut Marc. On a jasé de baseball. Oui, on a jasé de qu'on faisait ça, baseball, je pense. on a jasé de Bitcoin, tes deux passions. On les a vu merger. Moi, je suis pas trop Bitcoin. On a jasé de musique, d'écriture, on a fait le tour un peu de son parcours, sa tournée abitibienne. C'est un auteur, compositeur, interprète quand même de grand talent. Fait qu'on est allé un petit peu dans ses débuts, où il a commencé, où il est rendu. Puis On parlait de l'état de l'industrie musicale Ouais. au Québec. Ouais, quand même. Qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est nice. C'est payant à faire de la musique, Matt. Non. Ben oui, je pense qu'on peut vivre de ça. Ouais. Donc, c'est un peu de ça qu'on a parlé pendant cette heure-là. Ouais. C'était excellent. C'était très bon, Marc. Ouais, c'est le fun quand même. C'était une excellente discussion. T'as pas l'air d'accord? Non, c'est mon intonation fitait pas avec ma tête. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme Ok. ça. Non, c'était super. J'ai vraiment adoré la discussion qu'on a eue. Ouais, c'était bien nice. C'était parfait. Écoutez ça. Merci au Théâtre des Esquerres de toujours nous Recueillir dans son hall. accueillir. Ouais. Ouais, on a retrouvé nos divans. Je sais que le premier épisode, on était comme sur des tables longues. Là. Ouais. Puis là, on est sur nos divans, puis je suis content. Mais en même temps, J'étais toujours un petit peu plus proche de la place du maire. Ouais. Petit peu. bonne écoute. Bonne écoute. Tu commencé, hein? Je sais pas. Si on décide que c'est commencé, ça peut l'être. Mais là, ça enregistrait C'est pas ça qui est le avant. fun. Là, ça ça enregistre. C'est Ah, ça. c'est parfait. Tu répètes les mêmes questions, s'il te plaît? On va refaire le tour de tout ça. Mais ouais, mais c'est ça. Donc, Tire le Coyote, c'est ton prénom. Oui, Ouais, c'est ça. Tire-le. Oui, exact. Mais c'est ça ce qu'on disait avant d'entrer en ondes, dans le fond, c'est que tu sais, Tire le Coyote, c'est ton nom d'artiste, c'est le nom du projet. Ouais. Donc, Attends un peu, ça- OK? Je vais juste dire à ma fille que je suis en entrevue. OK. Ça me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Salut, ma chérie, c'est parce que je suis en entrevue. Ouais. Quoi? Ce sera pas long, les Ouais, gars. c'est pas de excellent, stress, c'est pas de excellent, stress. c'est un Ouais. très bon moment de podcast. OK. Pas pour dormir, mais genre, je vais rester jusqu'à 9h. Ben, pas chez Sacha, mais j'allais chez les grands-parents de Sacha. Puis, qu'est-ce que vous allez faire là? Ben, c'est parce que à chaque vendredi, chez ses Ah, grands-parents. OK. Elle voulait m'inviter, fait qu'elle m'a invité chez ses grands-parents. C'est parfait, ma chérie. Mais pas, je vais revenir vers 9h, fait que tu seras sûrement en spectacle, fait qu'on va se rappeler demain. OK. Mais tu peux me rappeler, si tu veux, à 9h, 9h30, là, je vais avoir terminé. Ton spectacle? Ouais, les gens ici, ils font des spectacles à 7h30, pas à 8h. Ok, ben. Non, tu sais, je vais pas te rappeler. OK. On se rappelle à quelle heure demain? Je me lève tôt demain pour revenir à Montréal à 8h, 8h30. Ben, je serai même pas réveillé. À 9h. À 10h, ok? OK, à 10h. Je vais te faire des messages quand je vais revenir ce soir. OK, je t'aime. Fait que regardez. Oui. Ok, bye. Bye, je t'aime, amuse-toi bien. Spectacle. Bye, merci. Bye. Bon, ça commence bien, hein? Non, c'est parfait. C'est un beau moment unique qu'on vient de vivre. La vie familiale en tournée, ça fait quelques spectacles que t'es parti, là, j'imagine que... Ouais, c'est ça, ça fait 4 jours, en fait. Mais oui, c'est l'affaire. Ma fille m'appelle constamment. Mon garçon, il est en secondaire 1, puis j'en passe à entends autre plus chose. parler. Ouais, c'est ça. C'est comme si j'existais pas. Ma fille peut m'appeler comme... elle revient de l'école, puis elle m'appelle 5-6 fois d'affilée, puis... réponds même si t'es en soundcheck. Fait que c'est pour ça que j'ai répondu, même en entrevue. Ah, puis c'est bien cool, c'est vraiment cool. À quel âge ta fille? Elle a 11 ans. OK. Puis mon garçon, il a 12 et demi, là. Ouais. Ouais, lui, il commence à rentrer dans une phase. T'as-tu peur un peu que ta fille va suivre un peu le même chemin? Ouais? Même chemin que... Qui, genre, elle va commencer à maintenant à t'ignorer un peu plus. Ah, je comprends. Ben, non. Moi, je prends bien ça, en fait. Je trouve que c'est une indépendance qui est
qui vaut la peine d'être acquise. Ouais. Fait que non, c'est ça. Je veux dire, c'est le chemin de la vie. Tu sais, on est parents parce que en fait, le rôle d'un parent, je pense que ultimement, c'est de les rendre les plus indépendants possible, puis qu'ils puissent s'arranger sans nous. Fait que, Sinon, à 35 ans, c'est rendu ouais, non, mais c'est ça qu'on veut pas non plus, c'est ça. qu'ils soient encore chez nous à 28. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Ça veut dire que t'as pas réussi, tu sais. Mais... Ouais. Mais Ça, non, je trouve que c'est une belle période pour ça, honnêtement. Si on en revient aux enfants, je trouve que là, ils sont rendus assez grands. Ils comprennent ce que je fais. Il n'y a plus de mais va-t'en pas ou des affaires comme ça. Quand ils sont plus jeunes, je trouvais ça plus difficile de partir. Puis ils comprenaient pas trop ce que je faisais dans la vie. Pour eux, je travaillais pas vraiment. C'est juste partir. Papa, lui, il travaille pas. Il s'en va. Il va jouer de la musique. Les enfants puis le monde de la droite, là, c'est la même chose, c'est la même pensée. Oui. Hein. C'est un peu ça, finalement, ouais. Ils nous ramènent. Ils n'ont pas d'autres exemples dans les classes, leurs amis. C'est pas tous des musiciens, non, leurs parents. C'est ça. Fait que, ils savent puis, pas ce qui arrive aussi, c'est qu'il arrive un âge où ils n'ont pas encore la culture. Ils n'ont pas acquis la culture. Je ne sais pas comment dire ça, mais leur vision de la culture est très restreinte. C'est Céline Dion ou rien, mettons. Fait que, fait que j'avais souvent la question, ma fille me demandait souvent, toi, papa, il y a des gens qui vont te voir en spectacle qui t'applaudissent. Mais t'es pas aussi populaire que Céline Dion, hein? Fait que, non, je te confirme que je suis pas aussi populaire que Céline Dion, puis je trouve ça bien correct. Ouais. T'as pas pu développer d'ego à cause de ça. Hey, je vous disais que mon fils m'appelait jamais. C'est vrai? Ouais. C'est son tour? Ouais. Vas-y. Vas-y, prends. Allô? Allô? Salut, chérie, je suis en entrevue, mon amour. Il va falloir qu'on se rappelle un petit peu plus tard. Tu vas être là, toi? Tu t'en vas pas? Tu t'en vas pas chez des amis? Tu vas être là tantôt. Ben oui, je sais, c'est pour ça. C'est pour ça que je te demande ça. Mais je sais que t'es pas Viviane. Je le sais, mais je vais te rappeler tout de suite après, OK? Je t'aime, bye, à tantôt. Il dit peur de mes jarrages là. Il est tellement, il sait tellement qu'il appelle pas souvent qu'il dit, tu sais que je suis pas Viviane. Ouais. Excuse, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de Céline Dion, je pense. Ouais, tu parlais justement de la culture québécoise. Toi, tu es un auteur-compositeur-interprète du Québec. C'est la musique québécoise chez vous. Est-ce qu'ils sont en contact avec ça? À part, oui, quand même, le plus possible. Là, on en écoute en masse. Le plus, mais, même moi, là, je dois l'admettre, là, j'ai grandi dans la musique les années 90, là, ado, années 90, grunge, rock, plus anglophone. Là. Puis j'en suis venu à m'intéresser à la chanson francophone, quand même sur le tard. Je ne venais pas d'une famille... c'était assez cité rock détente, là, mettons. C'était générique comme musique. Il n'y avait pas tant de Félix Leclerc qui jouait chez nous. Là, fait puis est-ce que tu as composé ou tu as fait de la musique anglophone au départ, avant Tire le Coyote? Non, parce que en fait, mes influences musicales étaient très anglophones à cause de cet attrait-là, cet intérêt-là pour la musique à la base grunge, mais après ça, tous les rouages de la musique folk américaine, là, je me suis intéressé à ça, puis je trouvais ça trippant comme univers. Mais je suis allé étudier en littérature, fait que au niveau littéraire, je suis vraiment attiré par la langue française, puis j'aime la langue française. Fait que Tire le Coyote, finalement, moi, c'était comme cette idée-là d'agencer ces deux, le côté littéraire francophone que j'aime beaucoup, cet amour de la langue-là, mais avec les influences musicales plus américaines. Ouais. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, quand tu es très jeune, si tu n'écoutes pas la radio, tu n'écoutes pas... tu t'achètes pas d'albums, puis acheter des albums en 2023, c'est plus ça. C'est que tu vas sur Spotify, fait que là, ce qui te pousse, c'est pas nécessairement... Puis YouTube, c'est pas ce qui... c'est pas nécessairement si tu pars une playlist de Québécois sur Spotify, je t'ai dit que c'est assez éclectique. Ça passe de Plume la Traverse à Félix Leclerc, à Marie-Mé, à... T'as des tunes de Noël là-dedans ou des rigodons aussi. Ouais, c'est vraiment le beau bordel. Ouais. En fait, c'est probablement ce que je trouve le plus dur avec les enfants, c'est pas tant de leur faire écouter de la chanson francophone, c'est de leur faire écouter un album au complet. Moi, quand j'étais plus jeune, puis que les iTunes commençaient, là, on a acheté une toune, mais voyons, je trouvais ça terrible qu'on puisse acheter juste une toune et non pas un album.
Mais là, c'est plus ça, là. Avec des affaires comme TikTok, on est dans l'extrait de 20 secondes. Ouais. Fait qu'on n'est même plus dans le single, on n'est même plus dans la toune. On est dans le 20 secondes de chanson. Ouais, c'est ça. Puis c'est arrivé quelques fois où qui me fait « Hey, je l'aime cette chanson-là. » Je sais même pas c'était quoi, c'était une chanson pop anglophone. On allait l'écouter au complet, puis ils trouvaient ça long avant que ça arrive au bout de 20 secondes qu'ils entendent sur TikTok. Oui. Tu sais, fait que là, c'est plus ça, moi, que je trouve que c'est un défi, c'est une autre affaire. Là, l'attention, là, d'écouter un album, tu sais. On va aller écouter l'heptable d'Harmonium, mon fils. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Ouais. Tu sais, heureusement, là, je trouve, mon garçon, c'est ça, il rentre au secondaire. Il y a beaucoup de vinyles qui traînent chez nous, j'ai des dappes tournantes. Fait que là, il voit que c'est pas le même rapport, tu sais, le même rapport à l'objet, le même rapport à... c'est pas la même écoute. Fait que là, je vois qu'il y a une porte ouverte, là, fait que je la prends, là, tu sais. Tu peux y toucher. Fais juste attention à l'aiguille. Rentre dedans, écoute ça, c'est bon. Ouais. Tu te souviens-tu du premier album que tu as écouté, de la première tourne à la dernière chanson? Mais c'est drôle, tu parlais d'Harmonium. Je pense que, en fait, c'est-tu le premier album que j'ai écouté d'un bout à l'autre? Francophone, mais c'est assurément le premier album que j'ai acheté. Ouais. Avec mon argent, là, tu sais. Je me souviens d'être allé au Music World. Music World? C'est comme HMV, ça s'appelait? Music Non, il y avait un Music World avant HMV. Okay. Là, on parle de... Tu sais, j'étais déjà en retard. Là. Ça veut dire que là, on est à la fin des années 80, début 90. Puis, tu sais, dans le fond, Harmonium, ça fait déjà un bout. Là, c'est les années 70, ouais. Mais c'était encore cool pour un jeune grano comme j'étais. C'est encore cool pour un jeune grano aujourd'hui. C'est encore cool pour un jeune grano aujourd'hui. C'est ça. Fait que je pense qu'il y avait Harmonium, puis je me souviens bien, il y avait un album d'R.E.M. que j'avais acheté aussi en même temps. Je fais partie du problème. Moi, c'était No Doubt. La cassette de No Doubt. La cassette, oui. Avec la patate, là. No Doubt, ça, c'est I'm Just a Girl, dans le fond? Ouais, il y a une de l'automne, c'est ça? Ouais, c'est ça. I'm Just a Girl. C'est No Doubt? Oui, c'est No Doubt. Ça doit être celle-là. Moi, c'était... C'est Don't Speak, mettons. Premier album francophone que j'ai acheté, que j'ai écouté d'un couvert à l'autre, c'était 10 000 matins de Daniel Boucher. T'sais. Ah ouais? Puis je me souviens que avoir été bien marqué par ça, puis j'étais pas mal trop jeune pour comprendre. Ben non, c'est ça, mais c'est... J'avais acheté genre Yellow Molo. C'est pas vrai, j'avais acheté Yellow Molo avant. Mais tu sais, vraiment de rentrer dans un album. Oops, I Did It Again, mais un vrai album, tu sais, que j'ai comme fait... OK, là, je découvre des textes, puis je l'avais acheté pour la Disease, genre. Ouais. Puis là, j'ai fait comme, OK, il y a d'autres tunes. Puis au début, j'étais, c'est pas bon. Puis là, je me suis mis à l'écouter, puis j'étais comme, OK, non, c'est très bon. Moi, c'était l'inverse. Mon chum, il a acheté ça. Je dis, shit, la Disease, c'est pas bon. Puis j'ai écouté l'album, je fais, Chris, c'est vraiment bon. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un bel album, ça. Tu sais, puis... je sais pas, là, je vous demande pas votre âge, mais tu sais, moi, j'ai vécu le Jean Leloup des années 90. Fait que... ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était la même... je sais pas, la même énergie un peu excentrique, là, tu sais, quand Daniel Boucher est arrivé, là, tu sais, c'était différent, mais en même temps, il y avait quelque chose de pousser la chanson dans une autre direction, là, tu sais. Fait que... ouais, c'était un bel album. Bravo. C'est ça, pour un jeune c'est ça, à cause de la Disease, j'ai acheté l'album, puis là, ça m'a pris du temps avant de catcher c'est quoi l'univers, là. C'est bien différent, mais ce que moi j'aimais là, de Daniel Boucher, c'est qu'il chantait québécois. Mettons, tu sais, j'étais pas là. J'étais pas là dans les années 70, où tu sais, il y avait Charlebois, c'est ça, Plume. Fait que tu sais, j'ai pas vraiment écouté ça au début, là. Fait que tu sais, mettons, Daniel Boucher, lui, m'avait marqué pour ça parce qu'il chantait en joual. Une poésie, ça faisait changement de ce qu'on entendait à la radio, justement. Puis c'est après les colocs, Daniel Boucher. Il y avait aussi, une identité propre. Là. Oh oui, absolument. Absolument. Puis, sinon, l'autre album que j'avais acheté, c'est genre Martin Deschamps, Comme je suis. T'sais. Ouais. Lui, j'avais accroché plus vite sur cet album-là parce que c'était comme un peu plus... c'était rock. C'était drôle un peu. Puis le personnage t'attachait, mais... C'est ça, il y avait une profondeur dans les textes de Daniel Boucher que tu ne retrouvais pas ailleurs nécessairement. Là. Il y avait vraiment son style d'écriture. Le poète des temps gris, c'est bon. Là. C'est vrai. Puis l'album suivant aussi, la patente. La toune, la patente, c'est une foutue belle toune, ça. Toute la tournée qui avait fait le show avec ça, la mise en scène, il y avait quelque chose de big. Là, Salut Dan.
Salut. Tu connais-tu un peu? Non, mais j'allais te poser la question si tu as tout le temps voulu faire de la musique, tu sais, parce que là, tu écoutais quand même beaucoup de musique, ce que j'en comprends. Ouais, j'étais très sportif, moi, plus jeune, fait que c'était vraiment pas d'un plan de faire carrière en musique. Moi, je me voyais jouer pour les Expos de Montréal. Il n'y avait pas de plan B. Ouais, c'est drôle, parce que j'allais dire un truc de baseball, fait que... Ouais, non, j'ai commencé à 5 ans, puis j'ai joué junior majeur au baseball jusqu'à 18-19 ans. Junior majeur, c'est où, au Québec? C'est une ligue? Ça existe encore? Oui, c'est comme la ligue junior majeure au hockey, là, mais je pense pas qu'il y ait d'équipe en Abitibi, parce qu'on venait pas ici. Là. Non. Moi, je jouais à Sherbrooke, je viens de là, mais on allait partout au Québec. Là, c'est sûr, c'est moins populaire que le hockey à la base, mais ça revient là, quand même, le baseball par rapport au soccer, là, parce que le soccer avait pris les devants pendant un bout. Vraiment, puis c'est vrai qu'il y a un retour chez les jeunes au baseball. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un beau sport. Il n'y a pas de temps au baseball. Non, c'est ça. Il n'y a pas des périodes ou des quarts avec du temps. Il y a juste du talent. Un match peut être extrêmement long, puis ça peut rouler très rapidement aussi. Plus que les joueurs sont meilleurs, plus c'est long. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah ouais? Ben, c'est vraiment ça, c'est t'étires la game. Ouais, c'est-à-dire que à chaque manche, tu as 3 retraits, mais si les 3 retraits, ça peut prendre 10 frappeurs avant de le faire, ou ça peut t'en prendre 3. Fait que les matchs peuvent s'allonger indéfiniment. Ça peut te prendre un bat aussi, s'il fait un double jeu, triple jeu, ça peut être très court aussi, très court. Faut que tu aies une avance à telle manche pour dire que c'est fini, sinon il continue dans le fond. Ou 9e manche. 9e, il y a 9 si c'est pas égal, ça finit. Okay. Sinon, ça continue jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Non, ils se rendent toujours à 9 manches. Ouais, puis les deux jouent quand même 3 retraits. Fait que tu peux faire 2 points, l'autre équipe peut faire 2 points, puis là tu vas à 10, 11, 12, 13, 14. On vient de trouver une nouvelle spécialité à Ben. Le baseball. Baseball? Je savais pas que tu joué quand tu étais plus jeune, c'est vrai. J'ai joué, c'était à balle molle, balle donnée. C'est quand même sensiblement les mêmes règles. Mais j'ai vu les Blue Jays à Toronto, là, ça a fini en 13e manche. 16e manche. 16e manche. Ah ouais, non, ça c'est long. Ouais, ça c'était long. Ça c'est long. Puis je veux dire, je sais pas c'est quoi le plus long match de l'histoire. Je sais pas. Mais je pense que c'est une affaire comme en 22e manche. Le monde va être Il était rendu à 1h30 du matin. Il restait plus personne dans les estrades. Mais en tout cas, c'est rare quand même. Là. Mais tout ça pour dire que répondre à ta question, j'étais pas prédestiné à faire de la musique. Pas en tout. J'ai un plus vieux frère, en fait, qui était très mélomane, qui m'a fait écouter des choses. Puis il a 8 ans de plus que moi, tu sais, fait que lui, il était comme déjà très ado, puis il écoutait du The Cure, puis des affaires comme ça. Puis tu sais, je me suis toujours intéressé, j'étais pas comme le sportif qui vivait... Ben oui, je vivais juste pour ça, mais en même temps, au secondaire, j'étais quand même... j'avais beaucoup d'amis artistes, puis tu sais, je m'intéressais à autre chose que le sport, puis c'est plus rendu au cégep, là, tu sais. J'ai commencé à gratter la guitare, puis quand même sur le tard. Puis, je pense que j'ai eu des bons profs de littérature, tu sais, qui m'ont fait lire les bonnes choses au bon moment. Puis, pour différentes raisons, là, tu sais, je me suis mis à écrire sur un besoin de m'exprimer autrement que par le sport, mettons. Puis... fait que ta passion a un petit peu shifté. Ouais, ça a comme shifté, tu sais. C'est la littérature qui t'a amené vers la musique. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est ce qui est très différent des amis auteurs-compositeurs que j'ai. C'est-à-dire que c'est vraiment le désir et le besoin d'écrire qui m'a amené à faire des chansons. Puis, tu sais, c'était comme... ça allait de soi que quand j'avais des petits textes, j'essayais plus de les mettre en chanson parce que je grattais la guitare en même temps, tu sais. Fait que... Puis comme je vous disais, je viens pas d'une famille, tu sais, cultivée, littéraire et tout ça, là. C'était juste comme... j'avais autant des amis qui jouaient de la guitare puis de la musique que des amis qui étaient plus intello, mettons. Fait que, tu sais, j'essayais de merger tout ça, finalement, là. Fait que, mais c'est... tu sais, ça fait... j'ai commencé à vivre la musique. Moi, tu sais, j'ai commencé à écrire, tu sais, plus sérieusement à 25, 26 ans, là, tu sais. OK. Fait que j'ai commencé à vivre la musique, j'avais 31 ans, puis là, j'en ai 42. OK. Puis encore aujourd'hui, j'en reviens pas, là, tu sais. Je repense au parcours, là, tu sais, puis au chemin parcouru, puis c'est
c'est vraiment un accident. Puis je trouve encore ça weird. Je trouve encore ça weird de dire que je suis auteur-compositeur. On a dire que le Coyote, auteur-compositeur, dans le joueur de baseball. oui. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est encore... je me pince encore. Je me trouve chanceux, en fait. Tu sais, comme en vieillissant, t'as un peu plus de gratitude. Tu sais, puis je me rends compte que, crime, je suis encore chanceux, là, tu sais, qu'il y ait des gens qui se déplacent, puis qui s'intéressent, puis que, tu sais, pour que je sois capable de vivre de ça. Puis c'est qu'est-ce qui va faire que tu vas être capable de vivre de ça? C'est le nombre de shows? C'est la vente d'albums? C'est les droits? C'est un peu tout ça ensemble, en fait. Puis je pense qu'aujourd'hui, il faut que tu sois de plus en plus polyvalent aussi. Ouais. C'est-à-dire, je pense qu'à l'époque, tu pouvais comme juste sortir un album, pratiquement pas faire de show. Puis si tu avais un bon extrait radio, t'en vivais. Là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va très vite. Là. Ça va très vite. Donc, tu sais, tu peux pas vivre juste de tes ventes d'albums. Si tu veux faire des shows, faut que tu sortes des albums. Ouais. Fait que un va avec l'autre. Mais évidemment, il y a plus de retombées financières avec les spectacles. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis après ça, ben c'est sûr que personnellement, moi, j'ai jamais passé des radios commerciales privées, là, des radios énergie, tout ça. J'ai pas d'extrait radio. Fait que t'as pas de socan qui rentre à bord. Ben, pas de temps. Mais tu sais, je passe beaucoup à Radio Cannes. Là, à cette heure, il y a le phénomène des radios satellites. Les Sirius, toutes ces affaires-là. Fait que quand tu commences à être... Tu mets tout ça ensemble, là, puis ça fait du sens, tu sais. Puis après ça, ben quand je disais qu'il faut que tu sois polyvalent, ben c'est que j'ai écrit des tunes pour d'autres. J'ai fait des ateliers d'écriture dans certaines écoles, tu sais, des trucs qui font que finalement j'ai des sidelines intéressants, tu sais, qui me gardent dans le milieu de la musique. Mais c'est pas rare que des musiciens vont faire de la production aussi, ou ils vont avoir des studios sur le site. Ouais. Puis, mais il faut vraiment que tu n'as plus le temps de prendre ton temps tant que ça. Quand tu finis une tournée, t'es mieux de commencer à écrire un autre album. Alors qu'avant, c'était pas si rare que ça ça se passe 5 ans entre 2 albums. Ouais. Moi, je trouve pas ça stressant parce que je me suis rendu compte que ce qui motive toute l'affaire, là, j'ai un côté hyper actif à ce niveau-là. Ce qui motive tout le reste, là, c'est la création. C'est la création comme telle, de dire je m'assois, j'écris, je gratte, peu importe, là, tu sais. C'est ça qui... J'aime ça faire des shows, j'aime ça rencontrer les gens, j'aime tout ce qui est autour, mais j'ai vraiment un amour de la création. Tu sais, je me lève le matin puis j'ai envie de faire quelque chose qui n'existait pas avant. Fait que des fois, c'est juste une phrase, mais je la trouve bonne. Fait que, je vais la garder. Puis là, tout ça finit par s'accumuler. Puis voilà. Mais non, moi, je trouve pas ça stressant. Pas encore, en fait, mais... OK, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. J'ai pas eu encore de période creuse, mais tu sais... Syndrome de la page blanche? Ou, Ouais. Ben, on l'a toujours un peu, tu sais, mais je crois beaucoup plus au travail. Okay. C'est peut-être... Le côté d'ancien sportif là, m'a amené une certaine discipline de travail, tu sais, que je garde encore. Ouais, tu te lèves, tu fais, à la place de faire des push-ups, t'écris. Ouais, c'est exact. Je fais des push-ups entre 2 phrases. Je viens d'avoir un flash. C'est ça. Je viens d'avoir un flash, là. Ben, il aurait peut-être fallu que ton nom d'artiste soit Tire le jet bleu. Pour faire le lien avec le baseball, parce que les Coyotes, c'est une équipe de hockey. C'est vrai. Tire le jet bleu, ça aurait En tout cas, je te le donne, là. Ben, peut-être dans une deuxième carrière. C'est moins punché un peu. Tu pourrais l'essayer à Amos, si ça marche, tu sais. Amos. Tu réévalues après. Je le propose à soir. On va faire un sondage dans l'assistance. C'est peut-être un bon timing, parce que je sais pas, as-tu déjà visité le refuge Pajot, Amos? Non. Mais j'en ai entendu parler, par exemple. Il y a un coyote qui s'appelle Alex. Puis, il va se faire tirer. Alex est malheureusement décédé la semaine dernière. C'est un résident ancien là, du refuge. Il était là depuis plusieurs années. Tout le monde était bien attaché à Alex. Tu sais, il disait de ne pas mettre tes doigts dedans parce qu'il mord, mais en fait, le monde, il le flattait. Là. Il était rendu là à la fin. C'est intéressant, ça. Mais fait qu'Alex, le coyote... Il avait domestiqué le coyote. C'est pas domestiqué, mais c'est sûr que, dans le fond, c'est un peu comme les loups... le contact humain, il s'habitue vraiment beaucoup rapidement. Puis lui, il pouvait pas le retourner dans la nature. C'est un refuge, dans le fond, pour les animaux qui sont blessés. Tu sais, mettons, un oiseau qui manque une herbe, il va rester dans le refuge à la place de le remettre dans la nature puis qu'il va se faire manger tout de suite. Fait que
pour plein d'animaux. Là. Il y en a qui retournent dans la nature, puis il y en a qui peuvent pas. Les orignaux, souvent, c'est plus difficile parce qu'ils s'habituent trop à l'homme, que ça marche plus. Il essaie le plus possible. Puis le coyote, je me souviens pas de son... Lui, c'était quoi son problème? Il manquait-tu une patte? Ou en tout cas, il était... S'il retournait dans la nature, il l'anxiété, je pense. Bouffé. Ouais. Fait que, il était éco-anxieux. Quand il voyait des chars, là, il se cachait. C'est peut-être un trait de caractère. Moi, je suis très anxieux, en fait. Peut-être. OK, fait que t'as jamais été... C'est plate. Il aurait fallu t'amener une photo avec Alex, mais là... Mais c'est pas ta première fois à Amos, pareil. Non, deuxième. Okay. Deuxième, ouais. C'est dans mon souvenir. Puis ça doit dater de 2018, là, dans la dernière tournée. Okay. Ouais. Puis là, on a su que tu partais tôt demain matin tantôt, fait que là, tu pourras pas y aller demain. Mais non, c'est ça. C'est notre dernier, là. C'est notre dernier 3 en 3. Ça, hein? Prochaine tournée. L'été, ça vaut la peine, le refuge. Là, surtout le parc, il est plus le fun l'été, je te garantis aussi. Ouais. Oui. Il neige en s'en venant. T'as pogné la tempête, hein? Ouais. C'est quand même intense. Puis c'est long, mais on est content quand on arrive, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, c'est la deuxième fois que je viens à Amos. Donc, c'est la deuxième tournée que je fais en salle, mais je suis venu 2 fois au FME. Ouais. Donc, t'as-tu fait le Frima aussi? J'ai déjà fait le Frima aussi. Okay. La première fois que je suis venu en Abitibi, c'est pour le Frima à Val-d'Or en 2011. Ouais. Je pense que j'étais là. Ah ouais? Je pense que j'étais là à ce show-là, ouais. Ça se peut, là. Si je me souviens bien, je me demande si c'était pas un plateau double avec Chantal Archambault. Ouais. Ah, ça se peut. Ça se peut. Bonne chance. Ouais. Il y avait Danny Placard qui était là. Elle avait genre gagné le Frima en 2010, 2009. C'était pas avec son side project, Chantal, son deuxième projet, j'oublie le nom. Saratoga? Non, c'était vraiment du Chantal Archambault. C'était vraiment encore seul à ce moment-là. Ouais. Mais ouais, ça me dit que j'ai comme un souvenir d'avoir vécu ça. Belle expérience, ça. C'est ma première en Abitibi. Frima qui existe toujours, d'ailleurs. Il existe toujours, oui. Ouais. Ça va toujours. Il y a une nouvelle gang qui a repris ça. Là, OK. Il y avait Marjo cet été. Pour le Frima? Ouais, dans le... Puis ils sont retournés à la Cité de l'Art. OK. Dans le chef de mine, ils font les shows là. Ouais. Dans la réserve à minerais, en fait. Ça a l'air que c'est tout petit, mais c'est j'ai vu les images, je trouve que c'est unique en maudit. Ouais. C'est quand même très cool. Puis le FME, toujours... T'as-tu des beaux souvenirs du FME? T'as-tu vécu ton FME comme les vrais? Parce que ton show était sûrement à l'Agora des Arts. Au FME, ça? Ouais. Fait qu'il faisait chaud. La genre d'église. Oui, exact. J'ai joué au FME. La dernière fois que je l'ai faite, c'était avec les Bar Brothers à cet endroit-là, à l'église. Ouais. Puis je pense qu'il y avait Laura Sauvage aussi. Il y avait 3 bandes en soirée. Puis oui, j'ai vécu mon FME, comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Je pense que ça vient avec. Là, on n'a comme pas le choix. Ben non, c'est ça. Tant qu'être là. Les fins de soirée arrosées. T'as-tu déjà fait des pop-up au FME, des shows cachés? Non, jamais fait de shows cachés. Je me souviens que la première fois que je suis venu au FME, je me suis ramassé d'un rang avec Alexandre Diaz. OK. Déjà, ça promet. Qui animait à l'époque, je pense, c'était quoi, là? Le magazine culturel, là. C'est le magazine culturel Voir? C'est ça, c'était Voir. C'est ça, exact. Puis là, il venait, je sais pas, l'équipe de tournage venait de se procurer un drone, puis à l'époque, c'était pas aussi répandu. Ouais, fait que là, c'était la première fois qu'il l'essayait. Ils se sont dit que c'était pas grave s'ils nous tuaient avec. T'imagines? C'est juste eux autres. Si on fait une erreur, c'est juste eux autres. Un avion téléguidé, si tu veux qu'il arrive. Fait qu'on s'est mis on a enregistré des tunes dans le fin fond du bois. Là, je sais pas j'étais où, en fait. Là. J'ai fait confiance à Diaz. C'est cool, ça, par exemple. Mais c'était des belles images, pour vrai. Ouais. Ça doit être non, le magazine Voir, ça n'existe plus, mais il doit avoir quelque chose. Ça doit être sur le web quelque part. C'est que YouTube quelque part. Archivé quelque part. Il faudrait trouver ça. Ouais. J'imagine. Hey, si vous voulez que je reste plus longtemps, là, je vais juste enlever mon chandail. Vas-y. C'est bon. Il fait quand même chaud dans le théâtre. C'est chaleureux. Profitez-en. C'était le temps d'aller faire pipi pendant votre écoute. Ouais, c'est ça. Allez, vous hydrater, boire de l'eau, c'est important. Mais ouais, les shows pop-up du FME, c'est toujours des souvenirs marquants. Là, c'était repris pour beaucoup de festivals aussi. Honnêtement, on s'entend que c'était au FME que ça a commencé. Là. Je sais pas s'ils ont un copyright sur l'affaire, mais... Oui et non. Je pense que ça existait ailleurs dans le monde. Oui, dans le monde. Mais au Québec, mettons, de le populariser, ça a été le FME qui a commencé, puis après plein d'autres festivals. Il y a beaucoup de festivals. C'est comme devenu la mode d'avoir des pop-up. Le festif à Baie-Saint-Paul.
Montréal. Effectivement. La noce au Saguenay aussi. Des shows à Montréal aussi qui ont commencé à faire des shows de ruelle, puis ça a l'air vraiment hot. Tout le monde sur le balcon avec la petite scène au centre. C'est parce que ça décloisonne la culture, ça rapproche. Au lieu d'attendre que les gens viennent à la culture, on s'en va direct chez eux. Fait que c'est magique. Là. C'est de même que maintenant, les radios, puis on peut plus compter sur eux autant qu'avant, peut-être. Là. Ouais. Fait que là, on dit que ça fait que ils sont proactifs. Il va falloir inventer des shows pop-up chez le monde, dans leur cuisine, mais sans qu'ils le sachent. Ouais, c'est ça. Fait que tu invites le monde, c'est à telle adresse, puis là, après, il y a toute la tech qui arrive, puis on fait quelque chose ça. Tu rentres chez vous, il y a noir silence. Qu'est-ce que c'est ça? Ça serait parfait. Mais effectivement, on en est rendu là à aller chercher le public, là. Dans le monde du spectacle, c'est-à-dire que les shows ils appellent ça des shows de salon. Il y a de plus en plus d'artistes qui peuvent pas se permettre de tourner autant que d'autres, qui vont proposer ça, vous êtes 15, 20, 25 à payer, mettons, 15-20 piastres chaque. Moi, je me déplace chez vous, puis Route d'artiste qui faisait ça. Route d'artiste fait encore ça, oui, effectivement. Mais ça, c'est de plus en plus répandu. Donc, c'est rendu que, c'est ça. C'est des shows de salon. On va chercher. L'as-tu fait? Moi, j'ai pas fait ça, non. J'ai pas fait ça. Quand c'est devenu à la mode... plus intéressant. Je sais pas, j'étais où. Il y a quelque chose de vraiment étrange parce que quand tu rentres dans une salle de spectacle, il y a une intimité qui se crée avec un public. Ouais. Quand tu rentres chez quelqu'un, il y a une intimité qui se crée avec une personne. Puis tu sais pas c'est qui cette personne-là nécessairement. T'sais. Effectivement. Ben, en fait, je te dis, je n'ai pas fait. J'ai fait des. En fait, je n'ai fait dans des contextes de shows privés. Tu sais, mettons, un gars corpo, qui sait que sa blonde, c'est ses 35 ans, puis qu'elle aime bien ce que je fais. Il me contacte, puis tu sais, je m'en vais chez eux pour une coupe de tunes. Là. Tu sais, ça, c'est arrivé. Là. C'est cool, ça, quand même. Oui, vraiment. Puis c'est une surprise. Tu sais, fait que... Tu sais que ça va bien aller parce que... Ben oui, c'est ça. Exact. Je voulais Jean Leloup. Mais Jean Leloup était pas dispo. Je suis la version sobre. Il l'était. Mais il était dispo, mais on savait pas si ça allait être rendu là. Mais ça s'est bien passé. Je veux dire, c'est pas trop étrange de rentrer dans l'intimité des gens comme ça. Puis, Ben, en tout cas, non, mais tu sais, les gens te mettent à l'aise. Là, ils t'accueillent à bras ouverts. Sauf qu'il y a quand même quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose dans une salle de spectacle de formel. Tu sais, la scène qui sépare. Le rideau de lumière. Oui, tu sais, c'est ça. Il y a la scène qui est séparée de la salle comme telle, souvent plus surélevée, tu sais, pas ici. Mais là, c'est parce que c'est en mode cabaret. Oui, c'est ça, c'est en mode cabaret, mais ça peut. Plein de façons. Oui, c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs. Il y a eu un gala de lutte en novembre, juste pour ton info. Ah oui? C'est malade. Je suis déçu de ne pas avoir été là. Ben, ils reviennent en décembre prochain. Peut-être que tu pourrais faire un feat. Là, ça pourrait. Je pourrais faire leur première partie, peut-être. Shit. Ça va être le LIS. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est de la musique en même temps, de te battre. Tu es un fan de lutte? Ben, je l'ai été, je pense, comme bien du monde plus jeune. Là, on écoutait ça avec mon père le samedi, mais sans plus. Là, j'étais à l'époque de... Là, on parle, j'étais très jeune, là, Hulk Hogan, puis le géant ferré. Là. Mais un fan... C'est en fin de semaine, il y a Elimination Chamber. C'est en fin de semaine? Non. À Montréal? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il y a un gros gala de lutte à Montréal. OK. Ben, tu vois. WrestleMania. WrestleMania, ouais, c'est ça. L'événement avant WrestleMania. Okay. Au Québec, il y a comme une montée de la popularité de la lutte. Moi, tu vois, je serais pas là. C'est agréable. Mais j'ai d'autres choses à faire. On parlait des shows de salon, dans le fond, de la proximité avec les personnes. Oui, mais ce que je disais, en fait, c'était que dans une salle, il y a quelque chose de plus formel, puis il y a quelque chose d'intimidant de rentrer dans la maison de quelqu'un, puis tu sais, tu joues, ils sont là sur le divan, là, tu sais, devant toi. Ils mangent des chips. Puis ils mangent des chips, puis ils te regardent, puis tu vois leur regard, tu sais, il n'y a pas cette espèce de séparation-là. Ouais. Fait que... mais ça s'est toujours bien passé quand même. Mais y a-tu... Là, je me souviens plus du nom de la salle, mais il me semble...
dans le sud-est du Québec, il y a une petite salle, c'est une ancienne chapelle. Je pense que c'est la petite chapelle du Fond du Rang, quelque chose de même. Là. Ah, c'est à Lac-Mégantic. Ah, Lac-Mégantic, c'est ça. Puis c'est une famille qui avait repris ça pour faire des petits shows unplug. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu ça. T'es quand même très proche du monde. C'est très intime aussi. Là. Oui, effectivement, ça, je suis allé le premier été que ça ouvrait, là, je pense qu'il rentre 65 personnes bien cordées. Là, celui à Pilou, là. Non. Pilou, c'est ailleurs, ça. C'est ailleurs, c'est Saint-Adrien, lui. Oui, c'est ça. Okay. Ouais, plus dans les cantons de l'Est. OK. Ouais, super intéressant aussi. J'étais allé enregistrer un truc. Le Beam, ouais. C'est vraiment hot, leur truc, là. Ouais. Il y a un album hommage qui va sortir à René Martel le mois prochain. J'ai chanté une toune pour cet album-là, puis c'est tout Pilou qui l'a fait au Beam, fait qu'on se déplaçait pour aller enregistrer là, puis c'est là que j'ai découvert l'endroit. Je n'avais déjà entendu parler, mais je n'étais jamais allé. Super, ils ont repris l'église du village, puis ils en ont fait comme un truc multidisciplinaire. Il y a le studio, mais il y a plein de possibilités, puis je pense qu'on devrait tout faire ça avec les églises. De plus en plus, Clergé nous a créé des bels endroits pour enregistrer du studio. On pourrait leur dire merci, ils ont fait quelque chose de bon dans la vie, c'est qu'ils nous ont laissé des bâtisses. C'est juste que c'est très mal isolé. Ça coûte cher, l'électricité et tout. L'hydro coûte cher. Non, c'est sûr. Le Beam, je ne sais pas si ça s'est fait ou en tout cas si c'est fait, là, mais si je ne me trompe pas, il utilise l'énergie du minage de Bitcoin pour chauffer l'église. Ou c'est le projet. Je ne sais pas si ça a été fait, mais c'était ça qui était en projet. OK. Puis, ça, je me suis pas rendu là dans ma découverte. Ça se peut, mais à cette heure, ça vaut plus la peine de miner. Là. Non. Fait que ceux qui ont des rigs de minage, c'est juste pour chauffer. C'est son deuxième domaine d'expertise. Ouais, c'est le baseball puis les bitcoins. Mais ça va ensemble, hein, non? Oui. Effectivement. Les joueurs de baseball sont payés tout en bitcoin. Il y a une crypto-monnaie pour les fans de baseball, là, c'est la Batcoin. Bravo, Pierre. Merci. Le jeu de mots de la journée. C'est soit pour le baseball ou pour Batman, j'imagine. Ouais, les deux. C'est un gros mix. Finir là-dessus, je pense. Mais ça s'est bien passé ta tournée en Abitibi cette semaine? Oui, vraiment. On a une belle tournée. Je suis un peu tanné d'en parler, là, mais pas de l'Abitibi, mais de la fameuse pandémie. Mais le retour en salle a été vraiment désiré et agréable. Là, c'est pas que je le prenais pour acquis avant, mais t'es conscient de ta chance. Là, à un moment donné, quand t'es rendu à faire des shows devant une caméra pour des shows en ligne. Là, Qu'est-ce que tu l'as fait? Je l'ai fait une fois, en fait. Puis, je l'ai juste fait une fois, puis je me suis promis d'attendre que la pandémie finisse. Là, parce que c'est pas le fun. C'est dans quel contexte? Sur ta page à toi? Ou même pas. Là, je l'ai fait dans un contexte de show bénéfice pour un organisme, en fait. Puis c'était pendant la pandémie. Fait que c'était le moyen qu'ils avaient trouvé pour rejoindre les gens. Mais à Québec, ça, mais je veux dire, quand j'étais en duo avec mon guitariste, puis c'est après 3-4 tunes, tu finis, il se passe rien, puis là, lui, il commence à m'applaudir entre les tunes, là, j'ai fait « OK, non, on refait. » C'était tellement de silence entre les chansons qu'il y a eu le réflexe de commencer à nous applaudir, parce qu'il se passait rien. Fait que tout ça pour dire que t'es conscient de la chance que t'as de jouer devant des gens là, après, puis je sais pas, là, je veux dire, la culture c'est faite pour être partagée, là, la chanson, elle a beau exister, je pense que c'est un objet de communion et de partage, là, elle prend sa réelle signification au contact des gens puis des oreilles, fait que je pense que je crois beaucoup en cette affaire-là, fait que je pense que je suis encore plus sensible à cette idée-là là, de partage et de communion dans une salle, d'un sens que on voit souvent que ce soit dans n'importe quel domaine, un humoriste ou un chanteur, là, que je veux dire, c'est ça la culture, c'est quelqu'un qui se présente sur scène pour présenter son spectacle, mais la culture, c'est aussi la personne qui s'assoit dans la salle puis qui a payé une gardienne, puis qui s'est déplacé en char, puis qui a payé son billet de spectacle, puis, je veux dire, la culture n'existe pas s'il n'y a pas des gens qui se déplacent pour venir dans la salle. Non, c'est une partie intégrante de la culture. Puis j'ai l'impression qu'avec le COVID, les gens ont changé leur façon de consommer, là, la culture en général. Là. Je pense qu'ils attendent plus dernière minute avant d'acheter leur billet. Oui, ça, on l'a constaté. Là, comparativement, moi, j'ai eu un timing quand même pas pire. Là. J'ai fini ma dernière tournée
juste avant Noël 2019. Puis c'était prévu que 2020, j'étais en création. Puis on a commencé la nouvelle tournée le 3 mars dernier. Puis les salles ouvraient à 100% le 28 février, je me souviens bien. OK. T'as rien vu de ça dans le jeu. Ça existe pas, ça existe pas. Mais c'est une invention du gouvernement. Moi, j'étais dans un chalet, je écrivais des tunes. Non, il était à Ottawa. C'est ça. T'étais dans les saluts dans le spa. Avec Rambo. Je te confirme que c'était pas moi. Mais c'est ça, tout ça pour dire qu'on l'a senti au printemps que, tu sais, je veux dire, c'était pas tout le monde qui était prêt à revenir. Là, c'était comme le souffle. Oui, c'était graduel comme montée. Puis je pense que tout le monde qui avait acheté des billets pendant 3 ans et qui se faisait canceller des shows cette année aussi. Là. C'est sûr. Oui, c'est ça. Puis de là, je pense que c'est encore là. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui achètent à la porte le soir même. Puis, à la dernière minute, parce qu'ils savent pas, je vais-tu être malade, je vais-tu pouvoir y aller. Puis, on est comme plus conscient de nos empêchements, de notre fragilité. Oui, mais tu sais, en même temps, le côté économique de la chose, j'ai l'impression que ça touche beaucoup avec l'inflation qui est montée en fou, puis que là, les gens de la classe moyenne ont plus de misère, fait que là, ils coupent dans les activités culturelles. T'as absolument raison. C'est pas juste une question d'avoir peur d'aller dans une salle avec d'autres gens à cause d'un virus. Là. Il y a vraiment... je veux dire, c'est clair que le billet de spectacle, il prend le bord quand ton taux d'intérêt pour ton hypothèque vient de monter de je sais pas combien de pourcents. Ou l'épicerie, ou le gaz. Là, vous aussi, vous avez des enjeux, le coût des transports. Mais les sites, ça coûte plus cher que ça coûtait avant. Mais puis, tu sais, tu peux pas nécessairement charger plus cher que tu chargeais parce que tu n'attires pas plus de gens. Fait que c'est tout un cercle vicieux. C'est fou. Fait que c'est vrai qu'il en reste moins. Après, je disais que l'argent était beaucoup dans les spectacles, mais peut-être de moins en moins. Puis j'ai pas voulu, moi, couper pour cette tournée-là. On est 6 sur scène. C'est un spectacle plus travaillé un peu, avec une mise en scène. J'avais jamais fait ça. Là, une mise en scène décor qui est très simple, mais il y a un décor pareil, éclairage. Puis tu sais, la mode est au spectacle solo, duo, trio, pas pour rien. C'est parce qu'il n'en reste pas. Là, on est venu à 3 camions, là, à 3 mini-fourgonnettes. Si tu voyages à 2, 3, ben tu prends le même camion. Fait que c'est toutes des choses. Je suis pas là pour me plaindre, là, mais puis ça se passe très bien, mais quand même, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Puis l'artiste, il finit de plus en plus par devoir s'impliquer dans cet aspect-là monétaire. Dire c'est quoi les choix qui s'offrent à moi. Avec ta compagnie de disques, on se fait des meetings, puis c'est plus juste la compagnie de disques qui gère ça. Là, moi, je suis mis au courant de toutes les affaires, mais si on fait les choses de telle manière, je veux dire, il va en rester tant, on va-tu pouvoir continuer, combien de temps ça va me prendre que je vais pouvoir m'arrêter entre les 2 tournées, toutes ces affaires-là, faut les calculer un peu d'avance au final. Je trouve ça bien intéressant parce que, avant, quand on parlait, mettons, de tournée internationale, pour te faire connaître, mettons, dans francophonie, tu avais à te déplacer, fait que si tu avais un full band, tu étais 6-7, ben là, tu pouvais pas vraiment te permettre de voyager en avion à 7. Fait que là, souvent, c'est quelque chose de plus réduit, mais là, on le voit dans des tournées régionales, provinciales. Ouais. C'est plus vrai juste à l'international. En Europe. Non, c'est vrai à l'intérieur du Québec. Là, Quoique le Québec, c'est grand, mais on a vite fait le tour pareil. Oui, mais tu sais... Non, mais c'est vrai. Ce serait la même chose si tu allais jouer dans l'Ouest canadien, je pense, là, ou même au nord des États-Unis. Là, non, c'est sûr. Ça serait le même... Tous les Québécois qui vont dans l'Ouest canadien ou en Europe, c'est rare. De plus en plus rare, en fait, que ça tourne en gros band. Oui, c'est ça. C'est sûr, ouais. Non, c'est ça. Je pense à Jay Scott qui tournait l'automne dernier. Il était tout seul avec sa guitare. Il voyageait tout seul. Mais là, lui, ça fonctionne dans le sens où il a créé son album comme ça. C'est ça. Puis c'est sur Instagram. Puis c'est ça. Ouais. Fait que, je pense qu'il y a des formules ou des disques peut-être qui se prêtent à ça quand même. T'sais. Mais je pense que ce que ça va faire, c'est qu'il va falloir départager de plus en plus l'album du spectacle. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais un album, puis c'est ce que j'ai voulu faire avec ce spectacle-là, c'est d'essayer de recréer la bulle musicale en spectacle que j'ai fait sur l'album, tu sais. Mais je pense à Vallière. Vallière, il a fait un album en band, là, tu sais, puis il tourne en solo.
Mais puis c'est sa tournée de cet album-là. Mais les deux sont complètement séparés. L'album existe, les nouvelles chansons existent, mais il tourne en solo. C'est un choix aussi, là, tu sais. Je pense que pour le connaître, il a trippé à faire sa tournée solo, puis c'était vraiment un choix. Puis je pense pas que c'était parce qu'il pouvait pas se permettre d'être en band. Mais je pense que ça prouve quand même qu'il faut départager les deux de plus en plus. Tu sais, c'est plus... J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va être... en tout cas, ça c'est ma vision, là, mais qu'il va peut-être avoir pour couper des coups, que ce soit enregistré, mettons, pour l'album, mais qu'après ça, la guitare et tout, ça soit mis en back, ben pas back vocal, mais tu sais, en playback. Là, en playback, ouais. En playback. Avec des pédales, tu portes tes musiques. Mais t'as raison, Dumas le fait très bien, ça. Ou tu sais, avec l'appareil X où le chanteur, il fait tout, là, tu sais. Ouais, il fait juste partir sa trame, puis... ça revient à la polyvalence. Ouais, c'est ça revient à la polyvalence. Hein. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de contrôler un peu tout ton environnement de création en show, en live, c'est-à-dire, tu sais... Ouais. Je suis pas un fan du playback, tu sais, dans le style musical que je fais, je me vois mal là, faire des petites chansons folk avec un faux drum, là, tu sais. Ouais. Mais puis une part de feeling qui disparaît là, il y a une part de feeling, ouais. C'est rendu bon, je connais ma chanson, puis c'est ça le temps. Ouais, tu sais, puis tu sais dans l'esprit folk rock, je pense qu'il y a quelque chose de ça tient beaucoup à la chimie du band, tu sais. Que à la crochitude de l'affaire, là, à l'humanité derrière la musique, finalement. À la perfection imparfaite. Imparfaite, c'est ce qui est le fun de jouer de la musique aussi. C'est une connexion que tu as quand tu es dans cette bulle-là, quand ça se partage, c'est cool. Ben oui. Fait que, tu sais, mais dans la pop, tu sais, Dumas, puis je l'ai vu son show solo, tu sais, lui, il est dans pop, il y a déjà des séquences dans ses chansons sur ses albums. Fait que, tu sais, on dirait que ça passe bien. Il joue quand même la guitare, tu sais, ça se passe, il y a un jeu de lumière quand même. C'est un show qui est travaillé. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire encore une fois que ça dépend du projet. Ouais, non, c'est ça. Ça dépend de l'artiste. Ça dépend de l'artiste et de ta vision de la chose. Là. Ouais. Mais je me plains dessus. Là. Je sens non, pas du tout. Vraiment. Je n'ai pas l'impression. On a du fun. Là. C'est comme une grosse réunion de production. On brainstorm. Ouais, c'est ça. Je suis en train de décider c'est quoi ça va être ma prochaine tournée. Tu pensais à une version rappée, non? Ah, ouais. Mais... Les rappeurs, c'est les kings, là. Ils ont tout compris. Là. Ils ont tout compris. Ils payent ce play, c'est parti. Il n'y a personne qui se plaint de ça. Non. C'est des astuces bon show pour en avoir vu une couple. C'est excellent. Puis souvent, il y a comme un petit DJ set avant pour mettre le monde hype un peu. Puis après, pouf, là, le rappeur arrive. Mais quand il arrive à un certain niveau, comme Coréas, il était tout seul avec un DJ, mais là, souvent, il vient avec un band parce qu'il a besoin de plus un peu pour habiter la scène. Mais il y en a qui restent quand même avec DJ. Puis... oui, puis quand je disais tu payes supplé, c'était pas péjoratif. Je veux dire, ils ont tout compris dans le sens que ça coûte rien tourner. Ça coûte rien tourner, puis juste en étant DJ, puis chanteur, ils sont capables de faire lever le party comme ça se peut pas. Puis il y a du monde qui l'utilise, son DJ à la Terre ensemble, qui est un peu humoristique. Ouais. Je me souviens du petit crise de portable monté sur une table avec le gars qui fait juste bouger. Ouais. Puis tu le vois à chaque fois que la tune commence, il fait exprès de mettre pèse supplé. Puis une fois, avant de partir la tune, il va en avant, il fait un spin, il retourne en arrière, il pèse supplé. Tu sais que c'est super drôle. Il n'y a pas de table. Il joue avec ça. Non, il y a un portable. C'est pas une table de mixage, il y a un portable. C'est parfait. Ça pourrait être un iPod à la limite. C'est ça. Un vieux iPod, ce serait. Ça, c'est la musique du show. Brancher ton iPod. Un vieux iPod, ben oui. Ouais, ça pourrait être un nouveau type de show. Salut. Pèse play, s'assit puis regarde. Fume sa top. Bon show tout le monde. Ben, ça existe ce show-là, par exemple, semi, mettons, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est ton iPod Battle. Oui, ok, ouais, non. Où les gens se préparent de la musique, ils créent ou ils mixent, puis t'as genre 3 minutes pour faire réagir le plus de monde possible. Ouais. Non, mais c'est plus un show satirique que le gars il arrive, puis il passe sa playlist, puis il regarde, puis il dit bon spectacle tout le monde. Ok, ouais. Mais je faisais une blague dans un show il y a quelques semaines que là, on jouait aux Maisonneuve à Montréal, tu sais, qui est une grande salle. Puis, tu sais, on se disait, j'en revenais pas de jouer là. Ça, c'était la 3e fois que je le faisais, tu sais. Pas dans cette tournée-ci, mais c'était la 2e fois dans cette tournée-ci. Puis, je disais,
normalement, ces grosseurs de salles-là, c'est pas fait pour des musiciens. Il y a juste des humoristes qui jouent ici. Puis c'est un peu la blague entre musiciens. Dans toutes les régions ou villes, il y a une petite, une moyenne et une grande salle. Là, pas partout, mais quand même. Puis disons que la grande salle, il n'y en a pas beaucoup de musiciens qui la font. Là. C'est les humoristes. Mais pour en revenir à l'aspect financier, y a-tu de quoi de plus facile à tourner qu'un show d'humour? Ben ouais. Fait que, un tabouret, un micro, une bouteille d'eau. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est quand même eux qui génèrent le plus de billetterie. Ouais. Mais je me plains pas. Non, pas tout. Constate. Ouais, mais je pense qu'il y a des différences. Même à travers le monde, je pense qu'au Québec, l'humour est vraiment important. Là. Oui. Mais je me suis demandé ça, puis je me posais la question sans essayer d'y répondre. Je me demandais si c'était exclusif au Québec. On a un amour de l'humour, là, un amour de l'humoriste assez puissant au Québec. Oui, en plus pour la population qu'on a, puis la renommée qu'ils ont. Parce qu'il y a le nombre toujours des humoristes qui pètent partout, puis qui sont célèbres partout, mais qui sont autant partout mélangés dans tous les milieux. Ouais. C'est pas autant. Le ratio est peut-être pas le même pourcentage, mettons, d'humoristes qui le font. Là. C'est ça. Puis, tu sais, non, je sais pas pourquoi j'en reviens encore à l'aspect financier, mais je veux dire, il y a des humoristes qui n'ont pas tant de grandes carrières, mais qui peuvent charger 10 000 pour un corpo d'une shot, là, assez facilement, là, tu sais. Puis qui font probablement beaucoup plus d'argent que des musiciens qu'on voit un peu partout. Puis qui tournent, puis tu sais, qui sont quand même populaires. Mais aussi, les humoristes, ils ont peut-être plus la facilité aussi avec la publicité, là, de tourner des pubs, puis de gagner de l'argent autrement aussi, là. Oui, puis ça en revient aussi au truc médiatique, c'est-à-dire la visibilité qu'ils ont à la télé, dans les quiz, dans toutes ces choses-là. Il va falloir que tu sois au Fantastique. Mais je pense que je me lance dans l'humour. Ouais. On va le voir dans la prochaine saison. Là, plus humour absurde ou humour politique? L'humour littéraire. Vas-y, fais-nous une blague. De l'humour littéraire. Je pense que je serais plus dans... Je pense pas que je serais dans l'absurde. Non? Quoique j'aime beaucoup ça. Ouais. Genre Thomas Jobin, Denis Drolet. Ouais, les Denis Drolet, entre autres. Puis je sais pas, je blague. Là. Je suis vraiment pas drôle. Pour être un troisième Denis. Je suis vraiment pas drôle, en fait. Je suis vraiment pas drôle, mais je pense que ce serait plus politique. Ouais, OK. Un petit côté engagé qui m'intéresserait dans tout ça. Prochain Guy Nantel. Je sais pas. Bon, je pense que tu es dessus sa carrière. Non. Le prochain Guy Nantel. Tu peux prendre sa place, mais comme aller sur l'autre bord. Oui, c'est ça. Aller balancer. C'est comme, pourriez-vous faire des pour ou contre. Il y aurait des débats interminables. Boy. Il y a pas l'air d'être quelqu'un qui aime ça débattre. Ouais, c'est ça. Il aime ça débattre, mais pas ça dire que on a peut-être raison. C'est ça. C'est ce qui me semble. Je pense qu'on va finir ça là-dessus. Je pense. Ça fait combien de temps, là? Ça fait quasiment 1 heure, je pense. Ça fait quasiment 1 heure. C'est 1 heure. On a jasé. On a jasé en masse. Merci. C'était bien agréable, chers amis. Pareillement. Merci, Benoît Pinette. Ça fait plaisir. C'était-tu correct? C'était super. C'était correct. Merci d'avoir été notre invité de Bon en salle. Tu diras merci à tes enfants pour leur présence sur le podcast. On va leur donner un crédit dans le descriptif. Moi, je pense qu'on va Viviane et Léo, c'était des... Léonard et Viviane, ouais. Ils m'ont appelé les deux, là, il va falloir que je le rappelle. C'est leur première présence média à tes enfants? Non. Ils sont déjà venus chanter sur scène avec moi. Cool, c'est-à-dire, non, c'est pas média, là, un spectacle, mais c'est-tu leur première? En direct de l'univers, maintenant, ils sont pas arrivés chanter. Non, non, c'est vrai, je pense que c'est leur première présence. Ils sont venus sur des plateaux, par exemple. Ils sont, à côté, là, ils m'accompagnaient, mais... là, je sens qu'ils ont vraiment participé. Ce qui est le fun, c'est qu'ils sont vraiment au courant aussi. Puis qu'ils ont donné leur accord. C'est ça, je vais cacher leurs yeux. À cet âge-là, de toute façon, c'est encore le parent qui décide. Bientôt 16 ans. Je pense que ça va être correct. Merci, Thierry Le Coyote. Merci à vous. Merci beaucoup.